Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Alors dans cette série de cours inauguraux sur la médecine traditionnelle chinoise, on a l'habitude en Chine de consacrer un long développement à l'histoire de la médecine chinoise, à l'histoire de cette médecine qui s'est transmise à nous à travers des textes écrits en chinois. Ce long développement, vous m'excuserez, je vais le raccourcir, je vais l'abréger, du moins dans un premier temps, parce que cette histoire, elle est extrêmement complexe et elle nous est relativement étrangère. Et je ne voudrais pas qu'on se noie dans des détails qui ne sont pas toujours utiles à la pratique. Néanmoins, cette réflexion sur l'histoire est fondamentale parce qu'elle permet de comprendre le sens que les Chinois ont donné à cette pratique dans l'interprétation moderne qu'ils en font, tout particulièrement. Et il est important pour nous aussi de nous resituer dans une histoire au long cours, parce que nous nous inscrivons dans une histoire complexe, une histoire politique. Choisir d'étudier, de pratiquer, de recourir à la médecine chinoise plutôt qu'aux médecines conventionnelles, c'est un choix qui est lourd de conséquences dans bien des cas et qui n'est jamais tout à fait neutre. Alors avant d'évoquer ces enjeux contemporains, revenons aux sources. Alors on a beaucoup écrit sur le passé millénaire des pratiques médicales chinoises, non sans une certaine emphase ou exagération. 5000 ans d'histoire, comme on le dit parfois, sous la plume de certains auteurs, c'est une supputation, une hypothèse sans fondement scientifique. Il est vrai qu'on trouve dans de nombreux textes chinois de quoi encourager cet imaginaire volubile. Je veux parler de tous les textes qui font référence aux 5 empereurs légendaires, Shen, Yao, Shennon, le divin laboureur, Fuxi, et bien sûr Huangdi, l'empereur jaune. Réputé être l'auteur mythique en réalité, et non pas historique, l'auteur mythique du Huangdi Neijing, le classique interne de l'empereur jaune. Alors si l'empereur jaune est un auteur mythique, le texte qui porte son nom, le texte qui lui est attribué, lui en revanche est bien réel. Quand a-t-il été réellement écrit? Nous ne le savons pas exactement. En tout cas, il a été couché par écrit, selon les historiens, à une période qui tourne autour du 5e au 2e siècle avant Jésus-Christ. Alors, il est vrai qu'au regard de la durée de l'histoire de la médecine conventionnelle, de la médecine scientifique occidentale, ces durées imposent un certain respect. Ce texte fondateur nous situe dans une histoire qui a, par écrit en tout cas, au moins 2000 à 2500 ans. C'est un texte que les historiens datent de la période des royaumes combattants, Zhangguo Shidai, c'est-à-dire entre le 5e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. C'est en quelque sorte un texte qui est contemporain de l'existence d'Hippocrate en Grèce, le médecin grec qui a vécu entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est un texte relativement volumineux, composé de 19 chapitres, subdivisés en 2 parties, le Suwen, c'est-à-dire les questions simples, et le traité d'acupuncture, ultérieurement rebaptisé Lingshu, c'est-à-dire l'axe spirituel. Chanfrot présente une version due à Wang Bing, et son ouvrage se divise en 2, le Suwen en 81 chapitres, qui est suivi du Neijing lui-même en 81 chapitres. Moi, je vous encourage à feuilleter ce texte, mais il est d'abord question, pour le résumer, des fondements anthropologiques et cosmologiques de la santé, c'est-à-dire du rapport entre le microcosme et le macrocosme, entre l'homme comme microcosme et l'univers. Il y est question des interrelations ou des résonances avec les saisons, avec les cycles nictéméraux, avec les énergies climatiques, qui résonne avec les poux, avec l'état des organes. Et cette approche est d'emblée originale et frappante, en ce que c'est un traité de médecine dans lequel il n'est pas question de technique ou de produit qu'un médecin n'aurait plus qu'à prescrire à un patient passif ou ignorant.
Et ce qu'on voit, c'est que c'est d'emblée pour le médecin aussi, pour le médecin lui-même, beaucoup plus qu'un traité technique sur le maniement de l'aiguille, la pratique des moxa ou autre. C'est beaucoup plus qu'un complément au diplôme universitaire d'acupuncture tel qu'on le délivre aujourd'hui dans les facultés de biomédecine. C'est un traité d'acupuncture spirituelle, pour reprendre l'expression du père Lard. C'est-à-dire que cet apprentissage de la médecine nous est présenté comme l'apprentissage absolument indispensable d'une sagesse. Cette sagesse, c'est une pratique, mais c'est aussi tout un ensemble de notions qui ne nous sont pas nécessairement familières, qui tendent à le devenir parce que, à l'heure d'Internet et de la mondialisation, les informations circulent, mais il va falloir préciser les notions, en donner des définitions précises. Pour l'heure, dans ce cours d'introduction, je me contente simplement de faire remarquer que dans la période dite des royaumes combattants, donc je le répète, entre le 5e et le 3e siècle avant Jésus-Christ, on observe qu'outre la rédaction du Huangdi Neijing, donc de ce classique de l'empereur jaune, un certain nombre d'écoles ont développé des concepts qui ont été intégrés à la médecine chinoise. Je pense notamment à l'école du Yin-Yang, Yin-Yang Jia, qui développe la notion d'énergie vitale, Jingqi Xueshuo, les notions de yin-yang, les notions de 5 éléments, yin-yang, wuxing, et on peut citer aussi au passage Qin Yueren, qui a écrit le classique des difficultés, le Nanjing. Sous la dynastie Han, au IIe siècle avant Jésus-Christ, a été écrit le premier atlas des herbes médicinales du divin laboureur, le Shennon Ben Shaojing, là encore référence à un empereur mythique, mais un texte relativement récent, du moins récent à l'échelle de l'histoire de la Chine. Je pense aussi à Zhang Zhongjin, le célébrissime auteur du Shan Han Lun, du traité des blessures du froid. Sous les trois royaumes a été écrit le Zhenjiu Jia Yijing, l'ABC d'acupuncture, pour le dire simplement en français, premier traité systématique d'acupuncture. C'est sous les trois royaumes qu'a été aussi écrit le classique des poux, le Meijing. Sous les trois royaumes, cela veut donc dire au IIIe siècle après Jésus-Christ. Un peu plus tard, sous la dynastie Sui, au VIe siècle, Sun Semiao a écrit les prescriptions valant 1000 onces d'or, le Tianjin Yaofang. Et c'est à cette époque qu'apparaît l'homme de bronze, Tongren, qui est inventé pour les examens au tournant du XIe siècle après Jésus-Christ sous la dynastie Song. C'est sous les Ming, après le XIVe siècle, et sous les Qin, entre le XVIIe et le XXe siècle, le début du XXe siècle, puisque la dynastie Qin s'effondre en 1911, c'est là que s'écrivent, par exemple, le compendium de matière médicale, Ben Saogangmu, et la grande compilation sur l'acupuncture et la moxibustion, Zhenjiu Dacheng. Actuellement, c'est-à-dire depuis Mao Zedong, dans la République populaire de Chine, s'écrit une nouvelle page, celle de la MTC proprement dite, d'une médecine qui s'identifie comme médecine traditionnelle chinoise, censée intégrer les méthodes de la science occidentale. C'est ce qui la singularise, c'est-à-dire qu'elle intègre les méthodes de la science occidentale au corpus de ses connaissances et de ses pratiques traditionnelles afin de les valider. Je pense par exemple à l'analyse biochimique de toutes les plantes de la matière médicale chinoise. Vous savez que par exemple, Tu Youyou, Madame Tu Youyou a obtenu le prix Nobel de médecine en 2015 pour toute une carrière passée à étudier d'un point de vue biochimique, c'est-à-dire d'un point de vue scientifique, les caractéristiques de l'artémisinine, Qinghaosu. C'est d'ailleurs officiellement le premier prix Nobel de médecine traditionnelle chinoise dans l'histoire des prix Nobel de la médecine. Mais on pourrait aussi citer l'analyse neurologique des points d'acupuncture, comme indice d'une intégration de la science dans l'histoire de la médecine chinoise. On pourrait aussi citer l'analyse des effets physiologiques du laser, puisque nous assistons aussi à une révolution du côté des techniques d'acupuncture, les aiguilles classiques en acier inoxydable se voyant peu à peu complétées par tout un arsenal de fréquences laser.
Alors cela ne fait pas pour autant de la médecine chinoise une pratique médicale bienvenue dans tous les pays du monde. Néanmoins, elle est reconnue depuis 2018 par le 11e classement international des maladies à l'OMS, à l'Organisation mondiale de la santé. Et cette décision est entrée en vigueur en janvier 2022, officiellement du moins. Voilà, alors ces distinctions sont importantes. Vous voyez qu'il faut distinguer la biomédecine, la médecine conventionnelle évidemment, de la médecine traditionnelle chinoise, mais il faut aussi distinguer la médecine traditionnelle chinoise des pratiques et des théories médicales qui se sont développées et communiquées pendant toute l'histoire de la Chine en chinois. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On peut dire que ce que nous appelons aujourd'hui MTC, médecine traditionnelle chinoise, eh bien, c'est une invention socialiste contemporaine, maoïste, très récente, tirée de l'interprétation de l'histoire des pratiques et théories médicales de la Chine millénaire. Mais son premier corpus de texte s'est élaboré, ce corpus synthétique, cette synthèse moderne, cette synthèse socialiste, s'est élaborée dans les années 50 et sa publication s'est achevée à Nankin en 1962. Cette synthèse originale sur l'histoire des pratiques et des théories médicales de la Chine ancienne, elle a ses points forts, elle a ses points faibles, comme toute interprétation audacieuse et originale. On pourrait en discuter longuement, mais je dirais que, en résumé, ses points forts, c'est une pédagogie structurée et pas une approche simplement empirique. C'est une ouverture à la science occidentale. C'est une approche holistique de la santé opposée à l'hyperspécialisation des théories et des pratiques de la biomédecine. C'est une priorité accordée à la santé par opposition aux médecines de la maladie, aux médecines qui veulent d'abord soigner des maladies et qui sont parfois d'ailleurs elles-mêmes aussi des médecines iatrogènes, c'est-à-dire cause de maladies, le remède étant parfois pire que le mal. Sur ce sujet de réflexion abyssale, je vous renvoie à l'ouvrage d'Ivan Illich intitulé Némésis. Mais cette médecine a aussi ses angles morts ou ses points faibles, c'est notamment la psychiatrie ou la psychologie, c'est tout l'art des pratiques du jeûne, c'est aussi peut-être une certaine difficulté à s'adapter aux biotopes régionaux et aux techniques de soins non chinoises. Et ce dernier point est la raison pour laquelle je m'efforcerai dans ce fil de podcast d'intégrer dans ma réflexion sur la médecine chinoise une somme considérable de considérations relatives à toutes les techniques de soins indigènes, si je puis dire, c'est-à-dire européennes, occidentales, locales, qui sont les nôtres. Je pense notamment à l'aromathérapie, je pense évidemment à l'homéopathie et à d'autres techniques dont nous aurons à reparler en temps et en heure. Voilà pour cette mise en perspective historique de la médecine chinoise et des traditions de santé. Je vous souhaite une belle journée, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast. Énergie, tradition, santé. À bientôt.